C'était le 11 avril 2002. Il y a tout juste un an, on apprenait ce jour-là la fermeture définitive de l'usine AZF. Un choc pour les 459 salariés qui perdent donc ce 11 avril à la fois leur emploi et leur entreprise vouée à la casse. Un an après, nous avons voulu savoir ce qu'étaient devenues ces personnes, comment elles vivaient leur vie sans AZF. Nous en avons choisi 5, chacune représentative des différents cas de figure qui se sont présentés après la mort de l'usine. 3 hommes et 2 femmes, tous fragilisés par cette épreuve, mais tous déterminés à s'en sortir. Ma vie sans AZF, c'est le reportage que nous vous proposons. C'était leur usine, c'était leur vie. Le problème majeur, c'est que je crois que ces gens, on leur a volé leur honneur. Du haut des 110 mètres de la tour rouge et blanche qui surplombe la ville, Serge Bichelin contemple encore une fois les 72 hectares de son usine, ou plutôt de ce qu'il en reste. Hormis le périmètre du cratère mis sous scellé pour cause d'enquête, ne demeurent sur le site que quelques ateliers, voués eux aussi à une destruction certaine. Dans quelques mois, avant l'été, la tour rouge et blanche tombera à son tour, selon la technique dite du grignotage. Une grue viendra manger ses parois de béton. Ce jour-là, l'ancien directeur le redoute, tout comme l'ensemble des salariés. Je pense que pour beaucoup, ça sera une souffrance énorme. Pas pour moi. Moi, ce sera une frustration parce que je pense que c'est dommage. Mais je sais que beaucoup des retraités nous écrivent en disant « Faites surtout en sorte que ces tours restent, c'est un symbole fort. » Et ce sera la vie sans AZF qui commencera pour Toulouse alors ce jour-là. Je pense, oui. Là, je pense que là, ce sera vraiment une page définitivement tournée. Une page de l'histoire industrielle toulousaine. Donc là, on est en train d'assister en direct à la mort d'AZF. Ah, tout à fait. Là, vous avez assisté à l'agonie et puis maintenant, vous assisterez à la mise en bière. Bon, ça ne me touche pas. Je suis pas comme... je suis pas attaché aux pierres, je suis attaché aux hommes et je dirais que ce qui est le plus affreux là, c'est le monument aux morts. Et c'est un endroit sur lequel vous venez souvent? 4 fois que je viens ici, je m'arrête. Mais c'est un endroit riche en souvenirs. Il y a 11 de mes collaborateurs et il y a 10 personnes qui sont mortes avec eux sur le site. Je pense qu'il faudra un jour trouver un moyen de les associer avec les autres qui étaient à l'extérieur, qui sont morts comme eux. Je ne sais pas encore comment, mais on trouvera quelque chose. C'est pour eux que vous essayez aujourd'hui de trouver la vérité? Pour eux particulièrement, mais je pense que pour tout le monde, je crois que les gens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Je crois que beaucoup de mon personnel ne fera jamais le deuil s'ils ne sont pas capables de savoir ce qui s'est passé. Savoir, comprendre ce qui s'est passé ce 21 septembre 2001 est devenu pour Serge Bichelin une préoccupation de tous les instants. Dans sa maison du Lerme, à quelques kilomètres de Toulouse, l'ancien entraîneur du Racing Club de Lens consacre entièrement son temps et son énergie à l'affaire. On est pris 24 heures sur 24, je dirais. Vous savez, je me réveille à 3 heures du matin. La première chose à laquelle je pense, c'est la réunion d'expertise du lendemain ou des choses comme ça. C'est-à-dire, on vit complètement autour de cette affaire. J'ai eu plusieurs vies, mais j'ai une vie depuis le 21 septembre 2001. Ça, c'est tout à fait clair. C'est une autre vie qui a commencé pour moi. Cette autre vie, Serge Bichelin l'organise désormais entièrement autour de l'enquête. Plusieurs fois par semaine, il rencontre ses avocats, les experts, le juge d'instruction. L'ancien footballeur, aujourd'hui exclu sur carton rouge, veut revenir à l'attaque, même si sa défense montre actuellement quelques signes de faiblesse. Mon degré de résistance baisse peu à peu, c'est-à-dire que j'avais quand même pendant les premiers mois une énergie, j'ai envie de dire, sans faille. Et je me rends compte que peu à peu, c'est plus difficile, même si les événements ne se succèdent plus avec rapidité. Oui, je commence à trouver un certain nombre d'événements que j'aurais vécu sans difficulté, plus difficiles à vivre. Depuis 18 mois que cet événement s'est passé, je dirais que je vis avec ça en permanence. Donc je m'occupe essentiellement de l'enquête, j'essaye d'aider encore un peu
mes collaborateurs à vivre relativement bien cet événement. Il y en a encore qui souffrent vraiment, qui sont assez proches de la dépression. Et puis je cherche, dans la mesure du possible, à essayer d'aider au reclassement de ceux qui sont encore en difficulté, qui sont d'ailleurs pas très nombreux, mais qui sont les problèmes les plus difficiles. Depuis le 11 avril 2002, est-ce que ça a beaucoup changé pour vous ? Pour moi, c'est pas le 11 avril 2002 qui a été un bouleversement, parce qu'en fait, c'était dans la continuité des événements qui ont commencé le 21 septembre. Et le 11 avril 2002, c'était une annonce supplémentaire de ce qui, malheureusement, se passait pour le personnel. Je dirais que donc, ça n'a été qu'une étape. Moi, je dirais que le deuxième bouleversement dans ma vie, ça a été l'épisode de la garde à vue et de l'interdiction de travailler. Du jour au lendemain, vous passez d'un état de chef d'établissement actif, vous avez des responsabilités, vous avez des problèmes humains, mais aussi des problèmes techniques, des problèmes matériels, à l'état de paria professionnel. Du jour au lendemain, on m'a dit maintenant, tu n'as plus le droit de travailler dans une usine Céveso, tu n'as plus le droit de travailler dans une usine qui utilise des produits dangereux, comme dans notre profession il n'y a que ça. Ça veut dire que j'étais condamné à être, entre guillemets, mis sur la touche. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai vécu. Et le groupe a été fabuleux parce que vous voyez que ce n'est pas des problèmes financiers qui sont les problèmes de cette affaire, c'est des problèmes humains. Donc j'ai été payé, on ne m'a pas posé la moindre question, on m'a laissé aller me reposer, on m'a laissé à l'abri, on ne m'a pas posé de questions. Et on m'a demandé ce que je souhaitais faire. Donc non, le groupe a été fabuleux, une fois de plus. Mais c'est cette espèce de guet-apens, oui, que j'ai mal vécu. Comment vous avez pris ça ? Mal. C'est vraiment une punition, ça, pour vous ? C'est pire qu'une punition, c'est une agression. Votre personnel, il vous a soutenu dans ce moment-là ? D'une manière extraordinaire, ils ont été fabuleux. Je souffre encore de cette histoire. C'était un moment... c'était pas injuste, c'était insupportable, voilà. Comment on fait face à ça ? On essaye de prendre l'air. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti avec ma femme dans l'île de Ré. Et ça suffit ? Alors, en fait, si vous voulez, je vous rappelle que je ne me plains pas parce que par rapport à mes collaborateurs morts ou tous les gens qui ont été blessés, c'est jamais qu'un épisode, on s'en remet. Alors qu'eux, ils sont, je vais dire, définitivement, éloignés de la vie. Depuis sa mise en examen et l'interdiction qui lui a été faite de diriger une entreprise Céveso, Serge Bichelin est devenu chargé de mission au sein du groupe Total. Fin avril, l'ancien directeur d'AZF quittera définitivement sa maison du Lerme pour s'installer à Paris, dans le 15e arrondissement. Il se consacrera pleinement aux besoins de l'enquête, à ses avocats qui essayent tout comme lui de laver l'honneur perdu des salariés d'AZF. Ce nouveau match, l'ancien patron l'envisage sereinement. Je n'ai pas peur. Bon, j'ai l'inverse, je regrette ce que je perds, parce que regardez l'environnement, et puis je vous rappelle que les gens ont été fabuleux avec moi. Donc je regrette un certain nombre de choses, mais par contre je ne redoute pas du tout le futur. L'avenir ne vous fait pas peur aujourd'hui ? Non, pas du tout. Votre mise en examen non plus ? Non, pas du tout. Je suis une sérénité absolue sur cette affaire. Je sais que ça va finir bien. Le problème, c'est de tenir dans le temps. Aujourd'hui, je dirais que le choix, ça a été la vie professionnelle, que quelque part, j'espère que ce sera l'autre qui fera le choix de venir sur Pau, mais il faudra bien qu'à un moment donné, les choses changent. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, et toi? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais de beau, là? Et là, je suis en train de prélever quelques échantillons pour la Falino. Et comment vous le déterminez, l'endroit où vous prélevez le plug?
Mais ça, entre là ou là, je sais pas la même. C'est pas la même structure parce que Des questions, Patricia Ghigliani n'a toujours pas fini d'en poser. Son arrivée sur le site Total de Pau remonte maintenant à 5 mois. Un laps de temps encore insuffisant pour s'adapter pleinement à son nouveau cadre de vie. Comme 6 de ses anciens collègues toulousains, Patricia Ghigliani a été délocalisée sur le site de Pau, aux allures de campus. Rien à voir ici avec l'usine AZF. 2000 personnes, seulement des cols blancs, répartis sur 25 hectares et dont la mission essentielle est de chercher des réserves pétrolières. On est bien loin des 460 salariés marqués par la forte culture industrielle d'AZF, une usine s'étendant sur plus de 70 hectares et dont l'objectif était de produire des engrais. Le contraste culturel n'est pas le plus marquant pour cette ancienne cadre d'AZF qui s'occupait auparavant d'environnement, aujourd'hui chargée d'hygiène industrielle. J'ai beaucoup de mal à me trouver dans ce que je fais parce que pour l'instant je suis en formation sur le poste, donc je ne fonctionne pas seule, que je n'ai pas de responsabilité. Donc ça c'est un peu dur à vivre. En plus après c'est sur la partie hygiène industrielle qui est tout à fait nouvelle pour moi. Mais ce qui me manque le plus c'est l'activité de terrain et sentir que le travail permet de faire avancer les choses et que tout le monde avance dans la même logique. Total et AZF, ça n'a rien à voir. Absolument pas. Et vous préfériez lequel des deux mondes? AZF. Pourquoi? Je ne saurais pas dire. C'est peut-être par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. C'est... Le fait, tout ce qu'on a pu vivre, toutes les agressions qu'on a pu subir de l'extérieur, a renforcé énormément les liens entre les personnes, l'impression d'appartenir à une grande famille et que quand il arrivait des coups durs, on était capable de se souder. Cette grande famille d'AZF s'est dispersée depuis le 11 avril 2002 et son couple a lui aussi pâti de cette séparation involontaire. Son compagnon, kinésithérapeute à Toulouse, n'a pas pu suivre Patricia dans sa nouvelle carrière. Sa vie est désormais double, la semaine à Pau, le week-end à Toulouse, la vie de famille et le projet d'enfant ont pour l'instant été mis de côté. Et c'est dur à vivre ? C'est pas tous les jours évident, non, surtout au niveau personnel parce que le choix n'est pas toujours évident pour la personne qui s'en va, mais pour celle qui reste encore moins. Et puis il y a des moments où c'est partir tous les vendredis, rentrer le lundi matin. Bon, mais c'est pas. On a l'impression de vivre d'un côté et d'un autre côté, donc des fois un peu lourd. Vous pourrez tenir longtemps comme ça ? Je sais pas. Patricia se donne 2 ans dans la cité d'Henri IV. Après viendra le temps du choix. Ce sera alors quitte ou double. Beaucoup de gens disent on ne saura jamais. Moi je souhaite qu'on sache, quelle que soit la nature de la vérité, je souhaite qu'on sache. Ça va trop haut. J'ai envie de le couper celle-là parce que ça va monter trop haut. Depuis plus d'1 an, la vie a repris son cours normal pour la famille Eddy. L'ancien inspecteur technique d'AZF a repris du service en février 2002, toujours au sein du groupe Total. Aujourd'hui, il est contremaître au centre amplisseur de Fenouillet chez Total Gaz. Didier Eddy a donc eu beaucoup de chance, même s'il fait un métier radicalement différent de celui d'avant. À 39 ans, il a préféré sauter dans les premières chaloupes de sauvetage, comme il le dit lui-même, ayant très vite compris à quel sort était destiné AZF. Pourtant, l'usine de Grande Paroisse reste toujours présente. Et les plus grands changements dans ma vie, c'est de ne plus côtoyer 450 collègues, dont beaucoup d'amis parmi eux, de ne plus les côtoyer au quotidien. Et ça vous manque ? Très clairement, oui. Très clairement. Parce qu'il y avait une culture de site dans l'entreprise. Il y avait un lien, il y avait un tissu social et professionnel entre les gens. Donc effectivement, il y a des gens qu'on peut revoir parce que ce sont des amis, mais il y a tout un tas de collègues avec lesquels on avait des affinités et qu'on ne voit pas parce que ce ne sont pas des proches immédiats, quoi, et qui manquent, c'est sûr.
Alors aujourd'hui, je travaille dans une entreprise du groupe dans laquelle il y a 19 personnes, donc c'est sûr que c'est pas le même horizon, c'est pas la même amplitude, c'est pas la même ambiance. Même si j'ai eu la chance d'être accueilli de manière exceptionnelle à mon sens, les choses sont différentes. Ouais. J'ai changé de métier. C'est encore d'un certain inconfort, mais aussi d'un certain intérêt. C'est néanmoins d'un inconfort très, très mesuré, puisque j'ai pas eu à déménager, j'ai pas été délocalisé, donc je n'ai fait que changer de métier. Ce qui est très peu par rapport à bien des collègues et amis qui sont aujourd'hui dans la vallée du Rhône et qui ont été obligés de tout lâcher, qui s'étaient investis dans l'immobilier, qui avaient fait construire, qui eux revoient très, très peu leurs amis, quoi. Quelque part, comme disait Nietzsche, tout ce qui ne tue pas rend fort. Donc, partant de ce principe-là, tout challenge fortifie, quoi, c'est certain. Bon, mes connaissances passées, elles sont encore utilisables au présent dans l'entreprise, même si je les utilise pas tous les jours. Donc aujourd'hui, je tourne une page et puis je découvre autre chose sans oublier complètement le reste. Donc au niveau professionnel, c'est un plus puisque c'est une expérience supplémentaire. Journaux, magazines, tracts, Didier Edli a gardé tous les documents relatifs à l'enquête comme autant de pièces à conviction. Il fait partie de l'association Mémoire et Solidarité AZF, créée par les anciens salariés pour collecter des témoignages, des traces, des preuves de l'histoire de Grande Paroisse. Comme s'il craignait qu'avec la fermeture de l'usine, ce soit une page de sa propre histoire qui s'efface. Lui qui, comme beaucoup, ne croit pas à la thèse de l'accident, est à présent à la recherche d'une autre vérité. Ce qui me manque avant tout, c'est la vérité. Il y a nombre de témoignages qui n'ont pas eu l'écho qu'ils mériteraient d'avoir, à mon avis. J'ai une grande confiance dans le travail du nouveau juge d'instruction. J'attends beaucoup, avec les beaux jours peut-être, et les événements extérieurs, que quelque chose survienne, que la réalité rebondisse. C'est nécessaire, bon, pour la vérité bien sûr, et puis pour pouvoir relire dans un futur le plus proche possible tous ces documents avec un peu moins d'amertume. C'est une nouvelle vie que j'assumerai sans problème. Par contre, bon, le temps pour trouver ce nouvel emploi, c'est assez pénible, quoi. Ah, bonjour. 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 Salut. Salut Pierrot. C'est devenu une habitude, presque un rituel. Tous les jours, depuis le mois de juin, Pierre Dria se rend au bureau de reclassement. Ici, l'ancien agent de maîtrise en fabrication, responsable de l'atelier Duré, la fameuse tour rouge et blanche d'AZF, réapprend un nouveau métier, se vendre auprès d'un employeur. Aujourd'hui, il participe à une simulation d'entretien d'embauche. Installez-vous. Alors, nous vous recevons aujourd'hui puisque vous avez répondu à l'annonce que nous avons publiée dans la presse concernant un poste de chef d'équipe. Votre candidature a retenu toute notre attention, donc nous vous proposions de vous rencontrer aujourd'hui pour faire le point et vous connaître un petit peu mieux. Bon, j'ai 25 ans d'expérience professionnelle en milieu industriel, bon, qui s'axe sur essentiellement la fabrication, plus une partie de 5 ans qui a été coupée en plusieurs morceaux dans les domaines du développement d'outils informatiques. Donc rapidement, là, pour faire le point sur cette simulation d'entretien d'embauche, il y a des choses qui sont très positives. Moi, je trouve que vous avez progressé sur beaucoup d'aspects. Il en reste néanmoins certains à retravailler. Je trouve que vous avez un discours qui est beaucoup plus limpide et beaucoup plus court, synthétique que ce que vous avez pu me montrer jusqu'à présent.
vous allez droit à l'essentiel, vous ne vous noyez pas dans les détails, vous illustrez bien vos propos, donc ça c'est très positif. Pierre Dria, c'est un bon client, comme on dit. Un bon client, oui, c'est un bon client, Pierre, parce que pour quelqu'un comme Pierre, qui a toujours connu Grande Paroisse comme société et qui ne s'est pas retrouvé sur le marché de l'emploi, il est vrai que les procédures de recrutement d'il y a 25 ans sont sacrément différentes de celles que l'on peut connaître aujourd'hui. Et je trouve que c'est quelqu'un, en effet, qui progresse et qui va retrouver du boulot. Bien entendu. 35 ans. Tout comme ses collègues âgés de moins de 50 ans, Pierre Dria fait partie des victimes du plan social d'AZF. Autrement dit, des 181 salariés hors cadre condamnés à retravailler, les autres bénéficiant des mesures de pré-retraite. À bientôt 48 ans, l'ancien chef d'équipe doit donc retrouver coûte que coûte un emploi. Pour des raisons familiales, il a choisi avec 81 autres personnes de rester sur Toulouse et donc de quitter le groupe Total qui lui offrait pourtant un poste à Lannemezan. Comme 100 autres salariés, ses anciens collègues ont choisi, eux, de rester au sein du groupe. Le prix à payer, quitter Toulouse. Et toi, tu vas où? À Nantes. Pardon? À Nantes. Oui, j'ai postulé à Lannemezan. J'ai fait une visite de site à Pau, mais ça ne m'intéressait pas. Vous voyez qu'il y a une moyenne d'âge un peu élevée quand même. C'est dur justement de retrouver un emploi. Je pense que l'âge, c'est une frontière quand même. Vous avez quel âge, vous? Nous deux, on est à la frontière. 47 ans. Bientôt 48. Vous êtes déjà trop vieux? Moi, je ne me trouve pas vieux. Mais bon, il y a certains employeurs qui nous trouvent vieux, oui. Parce que moi, j'ai envoyé plusieurs CV à Toulouse. J'ai eu qu'une réponse négative. Mais après, personne ne m'a répondu. Ça vous paraît une mission impossible ou pas, de retrouver du boulot aujourd'hui? Ah non, mission impossible. Si c'était une mission impossible, on ne serait pas là avec les gens à... Non, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible. D'ailleurs, chaque mois amène son lot de quelques personnes qui trouvent des solutions locales et des solutions tout à fait convenables, localement. Bon, certes, en proportion, c'est plus difficile quand même de trouver des solutions locales convenables pour les gens que dans le groupe. Ou vous gardez votre boulot et puis vous perturbez votre famille, votre femme perd son emploi, vous vendez votre maison, ou alors vous perturbez pas votre famille et vous restez dans le même lieu, mais c'est vous qui n'avez plus de travail, quoi. Le choix est d'autant plus difficile que mon métier c'était la chimie, donc il n'y en aura plus, donc je vais vraiment changer de métier, quoi. C'est une remise en question, oui. Aujourd'hui, justement, quand vous vous présentez dans une entreprise et que vous dites que vous êtes un ancien salarié d'AZF, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous porter préjudice ou qui, au contraire, est un plus? Sincèrement, je pense que c'est un plus. Les gens sont, en particulier les dirigeants de certaines entreprises, c'est des gens responsables. Quand vous avez réussi à surmonter une épreuve comme ça, je pense que vous êtes un cran au-dessus. Donc pour l'entreprise qui va vous prendre, c'est un plus, oui. Bilan de compétences, rédaction de CV, petites annonces, la recherche d'emploi représente aujourd'hui pour Pierre Dria un travail à plein temps. Même s'il garde encore le moral et l'envie de se battre, les maigres résultats de sa recherche le font douter malgré tout. Depuis 6 mois, il attend. On sait qu'on est là pour certes détruire ce qui reste de l'entreprise, mais on estime qu'on a toujours bien travaillé et on veut bien démolir. Consciencieusement, méthodiquement, comme elle l'a toujours fait depuis qu'elle est entrée à AZF il y a maintenant 32 ans, Antonia Gimeno travaille à présent à la destruction de son usine. Depuis 6 mois, au sein du service environnement, elle comptabilise jour après jour les gravats, les déchets de démolition qui sortent d'AZF. Fin 2002, 14 000 tonnes ont déjà été évacuées, la moitié de la superficie de l'usine. Les ateliers sont détruits les uns après les autres,
les tuyaux découpés morceau par morceau. 170 km restent encore à démonter, 130 ont déjà été récupérés. L'inox de la tuyauterie est vendu à des entreprises de fonderie, 500 € la tonne. Certaines pièces, comme ces immenses cylindres, sont rachetées d'occasion par d'autres industriels privés. Actuellement, 18 sous-traitants emploient sur le site une cinquantaine de salariés pour démolir le plus vite possible ce qu'il reste de l'usine. Le démantèlement du site, c'était indispensable pour rendre à Toulouse un visage d'après-catastrophe. Dans le courant de l'année 2003, le plus vite possible, tout sera terminé. Tout sera terminé. Au moins le plus gros, tout ce qui se voit. Après, il faudra peut-être du temps pour évacuer les déblais des différentes installations, les restes d'installations démontées, mais les choses érigées, je pense qu'il n'y en aura plus. Ce travail de fossoyeur, Antonia Gimeno ne l'a pas choisi. Cette ancienne gestionnaire de commande fait partie des 68 personnes pré-retraitées obligées de rester sur le site pour le démanteler. Encore un an de travail et pour ses 52 ans en avril 2004, tout sera fini pour elle. C'est normal quand on prend sa retraite, sa pré-retraite, on laisse derrière soi une usine, une activité, on passe un savoir à des jeunes qu'on forme et on sait qu'on laisse quelque chose derrière soi. Nous, c'est tous les jours qu'on voit un pan de mur que l'on a fait tomber. J'ai eu un gros pincement au cœur quand le bâtiment dans lequel j'étais, qui s'était effondré, mais pour lequel la façade était miraculeusement restée debout. Je savais qu'on devait la faire tomber par sécurité. Et le jour où elle est tombée, quand je l'ai vue par terre, j'ai été très très secouée pendant plusieurs jours. J'ai passé des années où j'ai vu cette entreprise grandir, se moderniser, s'étendre. Aujourd'hui, c'est le phénomène inverse. Et je sais qu'on va arriver à un stade de point zéro où il n'y aura plus rien. Mais on sait qu'on part vers la disparition de l'usine et pour l'instant sans en connaître le motif. C'est un peu comme si on vous mettait en prison et qu'on vous dise eh bien, écoutez, on verra plus tard, hein, pourquoi on vous y met, on vous dira ça plus tard. C'est pas juste ça. Non, ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste. Dans un an, quand elle partira à la retraite, Antonia Gimeno entamera sa deuxième carrière professionnelle. Elle épaulera son artisan de mari pour vivre plus au calme, loin du stress de ces derniers mois. Sa vie sans AZF commencera alors seulement.